Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, portrait d'un marin pas comme les autres, un aventurier. Éric Bellion explore en mer nos différences, les différences de Kifouine au Team Joloka à Comme un seul homme. Le projet de sa vie a évolué au fil du temps, mais les valeurs humanistes, elles, restent intactes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez choisi d'être entouré ce matin de Martin Lepape. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un skipper qui a rejoint l'aventure Comme un seul homme. Et Antoine de Pierrefeu, bonjour. Vous êtes un ami de longue date, cofondateur de Cutback Sports, spécialiste de planches de surf éco-responsable à Saint-Malo. Bienvenue à tous les trois. Votre histoire avec la Bretagne, Éric Bellion, elle a commencé quand et comment pour le jeune Versaillais que vous étiez? Alors déjà, c'est une erreur de parcours Versailles, parce que mes parents sont bretons, ils vivent à Saint-Grégoire, donc tout près d'ici. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, on est les seuls de la famille à avoir immigré à Paris. Ouais. Donc je suis né à Versailles, mais toute ma famille est bretonne. Ouais. Mais plutôt donc de Rennes et de Brocéliande. Et petit, je crois que vous naviguiez avec vos oncles, c'est ça? Voilà, ouais. J'ai commencé à naviguer avec mes oncles. Ma mère avait plutôt le mal de mer. Et puis donc on a fait plutôt un petit peu de voile au début, mais après c'était plutôt camping-car. Voilà. Et le papa était marin, parce qu'on voit le petit fortinet, avec son chapeau. Ouais. Il y a une tradition de marins dans ma famille, de marins de la marine, marchande ouais. et de marine aussi de la Royale. Mais c'est des oncles, c'était des noms que j'entendais au dîner, le soir, ouais. Des choses comme ça. Mais j'ai jamais vraiment connu de gens de ma famille qui faisaient partie de la marine. Mais il y avait cet imaginaire-là. Ouais. Et moi, enfin, je suis rentré dans la mer et dans cet univers-là par la lecture surtout. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez des premières sensations sur l'eau? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a procuré? J'ai très vite été... j'ai toujours envie d'aller sur l'eau. C'était pas tellement on parle souvent de sentiment de liberté. Moi, c'était plutôt l'aspect technique ou l'aspect peut-être même difficulté à faire. Comme j'étais pétri de lecture, mon premier livre, c'était Le chien matelot. Donc c'est un très bon livre pour les enfants à lire absolument. À noter. Et le chien matelot, il essaie de plein de moyens de voyager et à la fin, il en trouve qu'un qui lui convient, c'est le bateau. Mais son premier voyage, il fait naufrage, il doit réparer son bateau. Ouais. Et il y avait ce côté défi qui, moi, m'a toujours passionné. Donc aller sur l'eau, aller sur une barque, hisser une voile, c'était pour moi aller au-delà de sa peur, c'est ce côté de défi qui m'intéressait. Et vous auriez pu être devant nous à costard-cravate si vous aviez continué dans la voie dans laquelle vous étiez, jeune adulte. Ouais. Parce que vous avez fait une école de commerce, c'est quand même peu courant. Ouais. C'est un profil atypique quand même chez les marins bretons. J'ai voulu faire plaisir à mes parents, donc j'ai fait une prépa. Je suis allé faire une école de commerce, une très très bonne école de commerce, l'EM Lyon. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que pendant ces études, j'ai rencontré deux garçons, Hervé et Brice, avec qui je suis parti faire le tour du monde. Oui, justement, c'est ça. Voilà. Et c'est ce tour du monde-là qui m'a ouvert les yeux. Ouais, c'est vos désirs d'évasion qui vont prendre le dessus. Août 2003, vous le disiez, donc vous partez avec deux amis, 40 000 au compteur, 3 ans pour faire une sorte de tour du monde, si on peut. Ouais. Voilà, et déjà l'envie de faire autrement. Parce que c'est pas un tour du monde... classique, disons. Déjà, on est parti sur une poubelle flottante, sur un bateau qu'on a récupéré dans un port. Il y a des images. Voilà. Donc, c'était un bateau qui faisait 8 mètres, qui faisait 8 tonnes, avec un lest en clou de chemin de fer et en galet. C'était vraiment un bateau de hippie des années 60-70. Nous, on était pris dans cette littérature aussi des Damien, de Moitessier. De Gérard Janichon aussi. Et voilà, exactement, Gérard Janichon qui a écrit Damien. Et c'est un bateau qui ne faisait que couler. Et avec ce bateau, on allait au Cap Horn, on a traversé le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud. On a fait un voyage extraordinaire qui a duré quasiment 3 ans. Et qui, pour moi, a été la découverte de ça. Et vous avez encore en tête les images de votre arrivée?
Ah ouais, bien sûr. Eh ben, on va vous rafraîchir un petit peu la mémoire, regardez. Ce tour du monde à la voile, ils l'ont également fait pour eux, des jeunes adultes handicapés de Marne-la-Vallée. Un système de régate virtuelle sur Internet a permis de récolter des fonds et ils ont pu rejoindre par groupe de 5 les 3 navigateurs sur plusieurs escales du bout du monde. Merci à vous 3, merci pour tous ces moments merveilleux. Big bisous Manu. Ce qui est à retenir surtout, c'est ce qu'ils nous ont apporté à tous les 3, parce qu'à chaque escale, on n'est pas sorti indemne. En fait, on est sorti, on s'est pris des claques. On a vu ce qu'était le vrai courage, la patience. Ils ont une force en eux que quand on l'écoute et qu'on l'aperçoit, on a des révolutions qui se font à l'intérieur de nous. C'est clair et net. Donc moi, j'ai beaucoup grandi à leur contact. Je sais qu'on leur a apporté quelque chose d'exotique, aussi quelque chose de merveilleux. Mais nous, on a reçu 100 fois plus. Eric, Brice et Hervé ne garderont pas leur cher Kifwin. Après quelques réparations, ils le donneront à une association qui proposera elle aussi un projet solidaire avec des handicapés. Voilà pour cette petite archive. Antoine de Pierrefeu qui se moquait du collier autour du cou. Hein, ça fait très jeune. En quoi ça vous a bouleversé ce périple? J'étais un petit gamin de Versailles, école de commerce, et je me suis lancé dans une aventure de 3 ans autour du monde sur un bateau pourri avec 45 jeunes adultes handicapés. Donc des jeunes qui avaient mon âge et qui avaient des trajectoires de vie complètement différentes de la mienne. Et donc pendant ces 3 ans, en plus on s'est clochardisé. Clochardisé. Ouais, enfin bon, clochard de luxe, on avait la carte bleue et l'assurance dans la poche, mais on n'avait rien à défendre. Notre bateau, il était ouvert, on était en short pourri, enfin voilà. Et pour moi, ça a été une bouffée d'air frais de découvrir que l'autre avec un grand A. Et ça a été initiatique. Et à la fin de cela, vous vous êtes dit, ma vie va forcément prendre un autre tournant. Ouais. Ouais. Il n'était pas question de revenir comme avant. De toute façon, j'avais complètement changé. Et j'avais rencontré surtout des hommes et des femmes qui étaient extraordinaires. Pas tous, mais certains étaient extraordinaires. Et c'est vrai que en rentrant, je suis revenu avec une certaine colère en me disant comment notre société peut payer ces personnes-là, dans l'occurrence des personnes handicapées, à ne rien faire chez elles. Et ce manque de demande de contrepartie, cette pitié en fait, m'a mis en pétard. Et donc j'ai trouvé une cause formidable qui était de dire non, cette différence-là, au lieu de faire peur, elle peut nous apporter, et j'ai voulu mettre en place une méthode pour qu'elle apporte quelque chose. Antoine de Pierrefeu, vous aviez suivi ces péripéties d'Éric Bellion ou pas? Parce que vous étiez amis, vous avez fait la même école de commerce. Ouais, on habitait en plus dans le même appartement, donc avec les 2 autres copains, on était soutien du projet. Je crois qu'il y a plusieurs de nos outils qui sont décédés sur le chantier de remise en état. D'accord. Et bien sûr, on a suivi ça depuis le début avec admiration, attention. Ça ne vous a jamais étonné de sa part d'être dans ces défis-là personnels aussi? Si. C'est clair que on savait qu'Éric avait plein de choses dans la tête et que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Mais là, le jour où ils se sont mis à faire ce projet-là, déjà, moi-même, ça m'a aussi un petit peu inspiré à faire d'autres choses après. Mais non, on était carrément admiratifs et fiers pour eux. Ouais. Après Kifwin, vous allez remettre le couvert avec Team Jolokia et avec Comme un seul homme. La suite de l'histoire, c'est dans quelques instants. Ce matin, vous avez souhaité nous faire découvrir une école de kitesurf, direction Concarneau, où nous attend Evan. Alors Eric, on connaît votre passion pour le kitesurf. Rassurez-vous, si vous pensiez rater des conditions de folie pendant l'enregistrement de l'émission, ici sur la plage de Tréguin, comme on dit, c'est flat, donc vous ne ratez rien. Mais on va quand même vous faire découvrir le kitesurf ici à Tréguin avec vous, Jérôme, et toute l'équipe du Kite Club de Concarneau. Merci de nous accueillir. Merci. Alors déjà pour commencer, kite, ça veut dire quoi en français? Alors ça veut dire cerf-volant. D'accord. Donc voilà, c'est un sport nautique tracté par un cerf-volant. Et alors quand on parle de kitesurf,
En fait, il y a plusieurs petites nuances, plusieurs petites disciplines au sein du kitesurf. Oui. Et vous allez pouvoir nous présenter. Exactement. On a donc le kitesurf, c'est une grande famille, donc c'est toujours une planche tractée par un cerf-volant. Et après ça, vous avez plusieurs supports, donc plusieurs types de planches. Vous avez la première planche qui est ici, qui est en fait la planche d'initiation. Et puis après ça, une planche qui peut servir à faire des sauts. Elle est un petit peu dans toutes les conditions. C'est un peu le tout-terrain du kite. Parce que c'est acrobatique quand même. Des fois. Ça peut être acrobatique. Donc dans les différentes disciplines, celle-ci par exemple, avec ce type de planche-là, on peut faire effectivement beaucoup de sauts, des choses comme ça. Donc ça s'appelle un twin tip. Twin tip. Voilà. Ok. Après ça, vous avez une planche de surf, donc qui va vous permettre de surfer les vagues, ou éventuellement tirer des bords droits sur un spot comme on a aujourd'hui, quelque chose de flat. Mais celle-ci, elle est pas, on n'est pas accroché. À Celle-ci, on n'est pas accroché. Les surfs peuvent être avec des straps, donc des foot straps pour accrocher ses pieds. Ce sont des sangles ou sans. D'accord. Donc là, on a ce qu'on appelle une planche strapless, c'est-à-dire sans sangle. Strapless. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors ici, ça c'est une planche qui ressemble un petit peu aux vieilles planches qu'on pouvait trouver à Hawaï. Donc c'est des planches très, très anciennes. Ça s'appelle un tiki, qui a été retravaillé. Ils ont retravaillé le shape pour pouvoir adapter ce genre de planche au kitesurf. Et celle-là, j'ai cru comprendre que c'était votre préférée parce que Celle-là, vous êtes c'est champion mon... de Bretagne. Oui, mais j'étais tout seul. Ah oui. Oh bah écoutez, c'est bien Oui, quand je suis même. quand même champion de Oh bah oui, Bretagne. on a le droit. Et celle-ci, ça c'est toute un peu moderne. Ça. Et là, c'est la dernière génération de planches, enfin d'ensemble qui vient de sortir, qui est sortie déjà il y a une petite dizaine d'années, qui s'appelle le foil. Donc effectivement, vous avez une planche, vous avez un mât et un avion. Donc la partie basse qui est un avion. Et l'ensemble sort de l'eau pendant l'attraction, ce qui fait que vous avez peu de traînée et on a des accélérations assez fortes. Voilà. Ok, justement, on va aller voir Guillaume qui va nous présenter le harnais aussi. Vous parliez d'accélération. À quelle vitesse on va quand on fait du kite et quand on en fait bien? Alors, quand on en fait bien, on peut aller... nous, on a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 60-65 km/h. Autrement, le kiter moyen, lui, va faire du 40 km/h, à peu près entre 40 et 50 km/h. C'est déjà pas mal. Bon, on va voir Guillaume qui est harnaché. Allez hop, on y va parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire décoller la voile? Carrément, c'est parti. Malgré que les conditions soient pas terribles, tu as quand même réussi. Et nous présenter ce harnais, comment ça marche en fait? Alors du coup, une aile de kite, donc il y a l'aile au bout, on est relié à l'aile par des lignes. Et au niveau de notre harnais, du coup, qui va tenir la traction de l'aile, on a une barre qui va nous permettre en fait de piloter l'aile, que ce soit la puissance ou la piloter droite-gauche. Et il n'y a jamais de risque de s'envoler? Alors le but du jeu, c'est de retenir un peu la tension de l'aile, de toujours se mettre en opposition, comme ça on ne se fait pas arracher. Okay. Mais si jamais ça arrive, il y a des sécurités qui nous permettent de libérer la puissance. Bon, alors on te laisse nous montrer le décollage. Et Jérôme, vous pouvez revenir avec moi. Évidemment, le kite, tout se fait toujours en sécurité. Vous avez des protections, notamment le harnais. La sécurité, c'est vraiment une notion qu'on ne doit jamais oublier en kite. C'est un sport qui peut s'avérer quand même dangereux. Si c'est bien maîtrisé en termes de sécurité, il n'y a quasiment aucun risque. Mais quand même, on se protège, on met des casques, on met des gilets de flottaison ou des gilets d'impact. On essaye de rester chaussé, on met des chaussons. On part toujours avec une combinaison au cas où il nous arriverait un pépin, même en été, si possible. Et puis voilà. Donc, bon, et ben on voit, ça y est, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais la voile a décollé, donc ça donne envie d'en savoir plus. Exactement. On va se retrouver dans une poignée de minutes pour continuer à découvrir ce sport du kite, et qui sait, peut-être que je m'y mettrai. J'ai un doute, mais on verra bien. À tout à l'heure. Alors, Evan, merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous pratiquez du kite dans ce club? Depuis que je suis arrivé, donc ça doit faire... non, j'ai commencé après, mais 3-4 ans, peut-être 4-5 ans. Mais ce qui est génial dans ce club, c'est qu'il y a une diversité incroyable de gens. Il y a par exemple Noémie qui a 16 ans, qui est une championne, qui fait des sauts dans tous les sens. Et il y a Robert qui a 72 ans, qui fait du foil aussi. Enfin, c'est des gens géniaux avec qui j'ai beaucoup de plaisir à naviguer. Ouais. Et j'imagine que les sensations diffèrent par rapport à un bateau. Ouais. C'est pas pareil? C'est pas pareil et c'est pareil. Ah bon, et pourquoi? c'est pour ça, parce que moi je dis souvent quand je fais du kite, j'ai l'impression d'être la structure du bateau et le mât. Ouais. Et c'est vrai que j'ai la sensation d'être le bateau. C'est-à-dire que je ressens les tensions dans les pieds, dans mon corps, comme si j'étais un bateau. Et donc, ça m'aide à concevoir des accélérations, ça m'aide à concevoir aussi la vitesse de mon bateau dans les vagues. Donc, ça m'aide beaucoup. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, ça vous aide pour la navigation. Ah oui. Ouais. Alors, Eric Bellon a fait un petit arrêt en 2016.
2016, Vendée Globe. Ouais. Vous n'aviez jusque-là jamais fait de course en solitaire et vous voilà lancé dans cette aventure un peu folle. Finalement, vous ne choisissez jamais les routes les plus faciles. Non. On se dit, mais qu'est-ce qui lui a pris de se lancer là-dedans? Surtout, quand je suis parti sur le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire. Ouais. Donc oui, c'était un sacré défi. C'est vrai que toute ma vie, je l'ai un peu conçu comme ça. C'est-à-dire pour devenir quelque part un homme, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille battre mes peurs. Donc avec Kifouine, il y a eu la peur de l'inconnu, la peur des autres avec Team Jolokia, avec le défi intégration. Et là, c'était un peu la peur de moi-même. C'était aller voir la peur intime. Et je l'ai rencontré. Et dans cette aventure-là, c'était un cadeau extraordinaire parce que j'ai eu très peur. Ouais, vous êtes arrivé 9e. Ouais. Et surtout, j'ai compris qu'il ne fallait pas se battre avec sa peur, qu'il fallait en faire une amie. Ouais, ça vous a coûté, cette traversée? Ah oui, ça a été... Humainement, ouais. Ah oui, physiquement, humainement, mais ça m'a apporté tellement de bonheur. Enfin, pour moi, c'est un des marqueurs de ma vie. Et les forces que j'ai aujourd'hui, je les dois à cette traversée, mais qui a été une traversée... plutôt que j'ai fait le tour du monde, mais j'ai fait le tour de moi-même surtout. Quoi. Vous aviez suivi ces aventures, Martin Le Pape? C'est le Vendée Globe de 2016, tout le monde s'en souvient. Ouais, tout à fait. Moi, ça fait longtemps que je suis le Vendée Globe. Ouais. C'est vrai que j'ai pas le même profil ni cursus qu'Éric. Moi, j'ai été bercé par la voile de haut niveau depuis que je suis gamin. Ouais. Donc, c'est des images qui font rêver et qui donnent envie. Donc, j'espère y être bientôt. Vous avez le sentiment aussi d'avoir réalisé un rêve ou pas, à ce moment-là, en 2016? Ah oui, pour moi... J'ai réalisé ce qu'il y a de plus beau. Ouais. Moi, je suis un marin. Tout ce qui est attaché à la mer et au bateau me passionne depuis que je suis tout petit. Et pour moi, le Vendée Globe, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ce qui est étrange, c'est à la fin, justement, quand on a réalisé ce qu'il y a de plus beau au monde, il y a un grand vide. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est ça qu'on se dit un peu. Vrai. Et pourquoi ce Vendée-là aussi, il a été capital pour ce projet comme un seul homme? Vous aviez besoin de cette fenêtre médiatique? Oui, ça faisait une 12aine d'années que je montais donc des projets avec des hommes et des femmes tous différents pour créer une méthode pour faire de la différence, de la performance. Et j'étais catalogué un peu capitaine au grand cœur, capitaine de la diversité, truc que je déteste. Moi, je déteste les cases. Alors, en plus, les cases bien pensantes, je déteste ça. Et je voyais bien qu'à chaque fois que j'allais parler, raconter mes histoires, j'allais convaincre des convaincus. On m'invitait dans les semaines du handicap, choses sur la diversité. Je déteste le mot diversité aussi. C'est idiot, la diversité. Bref. Et là, l'idée, c'était de prendre tout le monde à revers, de faire quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Il y a quasiment 60% de la population française qui suit le Vendée Globe tous les jours. Et c'était de les prendre à revers et de leur raconter une histoire qui est empreinte de différence et d'aller au-delà de leur peur. Et ça a vachement bien marché. Et il y a eu un avant, vraiment, et un après Vendée. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai touché beaucoup plus de gens. On a fait un film au cinéma après. On a à chaque fois que maintenant je vais dans les entreprises ou dans des institutions témoigner, on m'invite dans les moments phares de l'entreprise. Et donc, j'ai plus une poignée de gens qui viennent parce que le sujet les touche, mais j'ai toute l'entreprise ou toute l'institution. Et c'est vrai que l'aura du Vendée Globe m'a permis d'expliciter ma cause au plus grand nombre. Et ça a toujours été quoi les 4 piliers finalement de Comme un seul homme? C'est quoi la philosophie La philosophie de Comme un seul homme, c'est d'oser aller vers la différence, d'oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et moi, je dis souvent, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et à partir du moment où on est en déséquilibre, on est dans l'inconnu, c'est accepter de n'aller chercher qu'une seule chose, c'est l'harmonie. Ce qui est le plus gros défi qu'on ait. C'est donc que ce soit avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de vivre ou de travailler ou d'aimer, c'est la même chose. C'est y aller, ne pas avoir peur d'y aller et puis essayer de tirer le maximum de chacun. Martin Le Pape, ce sont des causes qui vous touchent, vous, en tant que jeune marin? Oui, tout à fait. C'est vrai que la différence, elle est importante pour progresser, pour aller chercher des objectifs communs, relever des défis aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé avec Éric aussi. C'est un milieu quand même qui reste un peu trop homogène, vous trouvez parfois? C'est vrai. Et côté, c'est pour ça qu'on s'est rapproché avec Martin, c'est qu'on est super différents.
Et on a, en revanche, Il ne s'agit pas uniquement de handicap finalement, c'est la différence. On est tous différents. Large, oui. Et moi je dis, on passe toujours son temps à se focaliser sur les différences visibles, mais ce qui est le plus important, c'est les ressemblances invisibles. Donc c'est en quoi, Martin, on partage le même fondamental, et comment ce fondamental-là, on a une façon de l'opérer complètement différente. Et puis ce qu'il a dit, lui c'est un grand régatier, Martin, il est très humble, mais il a fait beaucoup de Figaro, qui est la classe peut-être la plus difficile en voile mondiale, et quelque chose que moi je n'ai pas. Et c'est pour ça que le fait de se marier un peu dans ce projet, l'idée c'est de tous les deux s'améliorer. Antoine de Pierrefeu, vous êtes celui qui a peut-être vu grandir Éric Bellion. J'imagine que des discussions comme celle-ci, il aime refaire le monde. C'est quelqu'un avec qui on discute facilement finalement. Ouais, carrément. Et puis, en plus, au moment où il a commencé à envisager le projet après Kifouine, moi, j'étais en train d'écrire un livre sur l'écologie et des sujets qui sont un peu connexes et un peu parallèles. Et du coup, ça a occasionné beaucoup de philo. Et en plus, comme on n'est pas trop des pros des maths, on s'est plutôt mis sur ces terrains de philo. Et c'est toujours passionnant, Ça vous fait quoi quand on vous appelle le navigateur philosophe? C'est quelque chose que vous prenez de bon cœur? Vous dites, oh là là, encore un truc pompeux? Je pense à mes profs de philo en prépa. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il m'aimait bien parce que je mettais beaucoup d'efforts, mais j'étais pas très bon. Et c'est une case. Moi, je me considère pas comme philosophe. Je me considère peut-être comme un libre penseur. Mais non, j'aime bien. Ouais. Parce qu'au-delà par rapport à d'autres skippers, vous avez une philosophie que vous partagez avec le grand public, alors que quand on vous voit, c'est plutôt vitesse, objectif, challenge. En fait, c'est pas contradictoire. Les gens ont toujours l'impression que, parce qu'on est par exemple un marin philosophe, on n'est pas capable de faire la course au maximum de ses possibilités. Encore, c'est une case. Donc moi, je fais les deux, et j'aime faire les deux, et je veux surtout pouvoir faire les deux. Il y en a beaucoup des marins philosophes dans le milieu, Martin Le Pape, je sais pas. Il y en a quelques-uns quand même. C'est vrai que Thomas Coville, il est un peu comme ça aussi. C'est vrai qu'il aime bien, aime parler. Vraiment, mais c'est bien, il en faut. Je pense qu'aujourd'hui, la course au large est aussi en pleine mutation, et il faut tout pour que le milieu fonctionne. Et voilà, il faut aussi apprendre des gens qui savent parler, parce qu'on s'adresse quand même au grand public. Donc ça fait partie du métier de navigateur de savoir parler maintenant. Ça fait partie des évolutions. On va revenir dans quelques instants sur les différents projets en cours comme un seul homme. On retourne à la plage de Tréguin où nous attend Evan et Alban. Notre découverte plus qu'express du monde du kitesurf continue à la plage de Tréguin avec toi, Jérôme. Alors, j'ai une question. Est-ce que pour faire du kitesurf, il faut forcément avoir des gros bras? Pas du tout. On peut faire du kitesurf en étant tout flué. On peut commencer à partir de 7-8 ans, et il n'y a pas d'âge en fait. On peut en faire jusqu'à. En fait, on a notre doyen qui a 72 ans par exemple. Toute la force est concentrée sur le harnais, donc peut-être sur les abdos? Exact. Pas du tout. Il n'y a pas besoin d'abdos non plus. Mais en fait, tout transite effectivement par le harnais, et donc la puissance est retransmise au flotteur via ce harnais. Ok, alors on se retrouve tout à l'heure. Jérôme, maintenant je voulais vous montrer une autre discipline liée à ce monde de la voile et de la mer, c'est le wingsurf. Et toi, José, tu pratiques le wingsurf. Alors c'est quoi la différence par rapport au kitesurf? Alors la différence avec le kite, c'est qu'on a donc une aile comme en kite, mais qui n'est pas reliée à nous par un harnais et des lignes. Et en fait, on la tient uniquement dans les mains. Ah, et donc là, il faut peut-être avoir des gros bras? Pas spécialement. Non plus. Tout est facile en fait. Non plus. Et alors, et ça, c'est la planche avec laquelle. Et du coup, on utilise des planches, mais qui sont beaucoup plus volumineuses que les planches de kitefoil. Et alors, cette planche, en plus, elle a été fabriquée par ton collègue Guillaume, qu'on a vu tout à l'heure avec sa voile, parce que c'est son métier. Et là, il y a un foil, donc ça décolle en fait, et ça permet d'aller un peu plus vite. Ça permet de prendre un peu plus de vitesse pour pouvoir arriver à avoir des vitesses à peu près normale, équivalente à celle du kite. Bon merci pour la démo, même si aujourd'hui il n'y avait pas de vent, au moins on s'en rend compte. Merci beaucoup José. Et alors Jérôme, est-ce que la pointe de Trévignon, où on se trouve aujourd'hui, c'est un bon spot pour faire du kitesurf? Alors c'est un très bel endroit pour faire du kitesurf. Déjà on a une vue qui est magnifique, on a de belles conditions puisque en fait le littoral est assez long et on peut naviguer sur plein de secteurs de vent différents. Et puis en plus on est épaulé par la ville de Tréguin qui nous aide à trouver notre place parmi les autres usagers de la plage et de la mer, que ce soit en été ou en hiver. Justement, vous êtes le Kite Club Concarnois. Vous n'êtes pas une école de kite, vous êtes
une association de fans de kitesurf. Exactement. Quel est l'avantage de venir ici et de Alors, s'inscrire au club? en fait, quand on vient au KCC, c'est pour se fédérer justement, pour avoir un petit poids aussi quand on nous demande d'avoir des, comment ça s'appelle, des... de se faire représenter, en fait, exactement, sur la plage. d'être représenté, ouais, c'est ça. Et puis aussi pour l'ambiance, parce qu'en fait, voilà, on est des potes et donc on se rencontre avant la nave, après la nave. Des fois, on arrive, il n'y a pas de vent, et ben c'est pas grave, on boit un café. C'est déjà pas mal. Enfin voilà, on se voit. Et surtout, le kitesurf, c'est un sport individuel, mais pas vraiment au final. Exactement. On est tout seul sur sa planche, mais en fait, on n'est jamais seul sur l'eau pour des questions de sécurité évidentes. S'il arrive le moindre problème technique, il faut qu'un camarade puisse venir vous porter secours. Bon, en tout cas, ça donne envie. Est-ce que vous faites aussi des cours de... Enfin, vous formez aussi peut-être au cerf-volant? Alors, je pourrais commencer par ça, vous pourriez me montrer? On pourrait déjà commencer par ça, mais en fait, non, on ne fait pas de formation parce que le kite, c'est un sport qui peut être dangereux et donc on conseille très très fortement aux gens de passer par des écoles pour avoir vraiment toutes les bases de sécurité. Et puis après ça, effectivement, nous sur la plage, quand on sort d'une école de voile, on peut venir apporter des informations complémentaires à un débutant pour l'aider à progresser. Ok, on a bien compris. Merci beaucoup en tout cas. Et moi je pense que je vais quand même commencer par le cerf-volant, ça me paraît plus sage. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup Evan, à demain. Petite question, les foils c'est nouveau dans le kitesurf parce que c'est pas courant. Il faudrait demander aux spécialistes, Antoine. C'est quelque chose qui est récent? Je pense que ça existe depuis une dizaine d'années. Enfin, je parle aussi sous votre contrôle parce que je pense que ça existe depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a vraiment révolutionné la discipline. On va plus vite, comme sur les bateaux? Oui, on va beaucoup plus vite. Et en fait, la portance se fait avec le foil. Du coup, il y a besoin de beaucoup moins de portance avec l'aile. Ouais. Et ce qui, en fait, réduit potentiellement la taille de l'aile, augmente la maniabilité ou alors permet de sortir dans des conditions de très faible vent. Et ça élargit énormément le champ de la pratique. Et pour débuter, c'est peut-être pas l'instrument avec lequel il faut commencer? Moi, perso, je ne le recommande pas pour le début. Disons qu'on peut... Non, mais on peut se faire mal quand même. Là, il disait qu'il fallait porter un casque et une impact vest. Ce matos, il peut quand même un peu casser. Quoi. Je crois que vous êtes aussi amateur de kite. Ouais, je fais un peu de tout. Je suis un waterman. J'aime être sur l'eau en tout cas. Ouais. Allez, on va continuer à parler navigation comme un seul homme. Prochain objectif pour vous, le Vendée Globe 2024. Et pour cette édition, vous avez décidé de lancer un collectif. Ouais. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous préparer tout seul, mais à plusieurs. Ouais. Pourquoi? C'est une très bonne question. En fait, on a commencé à réfléchir à la notion de performance. Et pour être performant, on se dit souvent qu'il faut aller vite. Mais il n'y a pas que ça, parce que le Vendée Globe, il faut ne pas casser, il faut s'entraîner, il faut fiabiliser son bateau, il faut avoir un bateau qu'on connaît bien, etc. En fait, l'éventail de la performance est très très large. Et donc, notre idée, c'était de créer déjà un IMOCA très différent. On est venu en parler avec Jean Le Cam, un IMOCA très sobre, sans foil, et de se dire, OK, on va faire un bateau qui a une vitesse moyenne importante, mais pas une vitesse maximum importante, et surtout sur l'aspect fiabilité, développement du bateau, on a très fort à gagner si on se met à plusieurs, avec le même bateau, avec un collectif où sur l'eau on est des compétiteurs, mais à terre on partage tout. On partage nos bateaux, c'est-à-dire que quand je ne peux pas naviguer sur mon bateau, je vais naviguer sur le bateau de Martin, sur le bateau de Jean. On développe nos bateaux ensemble, on les améliore, on répare les avaries, parce que si Martin a une avarie sur son bateau, je vais probablement avoir la même sur mon bateau, etc., etc. Donc on a voulu faire la démonstration par l'exemple de la puissance du collectif. Et ça nous a vraiment amusé de le faire dans le cadre du Vendée Globe, qui est l'événement le plus solitaire au monde. Ça, c'est clair. Il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun métier, il n'y a rien ni personne qui demande à une femme ou à un homme d'être aussi loin, aussi longtemps sur Terre. Et de se dire que au cœur de cet événement solitaire, faire la démonstration du collectif, dans notre société actuelle, on s'est dit que c'était pertinent. Ça se concrétise comment pour vous, cette puissance du collectif, Martin? Vous qui avez rejoint cette aventure? Il l'a très bien décrit. C'est sûr que pour être performant, c'est vrai que tout seul, on est un peu démuni. Il faut aller chercher les ressources à droite, à gauche. Et en l'occurrence, ça, c'est des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est Eric, d'un côté, qui est un aventurier. C'est Jean, qui est aussi un technicien hors pair,
qui a fait ses preuves. Et moi, j'ai ce côté un peu nouveau, compétiteur, qui a été bercé là-dedans. J'ai la culture du haut niveau. Donc c'est ce que je peux apporter. Et je pense que c'est vrai qu'ensemble, on sera nécessairement plus fort. C'est vrai que c'est un fonctionnement peu courant. Ça se passe jamais comme ça pour le Vendée. Il y a des exemples dans notre sport. Il y a le pôle Finistère. Il y a des... Mais nous, on essaie de pousser la chose le plus loin possible. Et c'est vrai que sur le Vendée Globe, il n'y a jamais eu d'écurie du Vendée Globe. Et nous, on s'inspire beaucoup de ce que fait la Formule 1. Dans une écurie de Formule 1, il n'y a pas un bateau. Il y en a au moins deux voitures, voire 4. Et ça permet de faire des économies d'échelle. Ça permet d'être plus performant. Chaque membre peut élever son niveau de performance. Ça permet d'être plus frugal. Ça permet d'être plus visible, d'être plus vertueux. À la fin, chacun partira de son côté pour le Vendée. C'est ça, quand même, la règle. C'est la règle. Et vous avez dit dans une interview, on a un devoir d'exemplarité. Ouais. Pourquoi ? Je pense qu'il y a énormément de gens qui s'inspirent du sport dans leur vie. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Les exploits sportifs me font rêver, me font progresser. Et je pense que dans un monde où on a besoin de plus en plus de collectifs, de plus en plus de mutualisation, de repenser aussi la vitesse en tant que performance, il est temps que les sportifs prennent ça en main et donnent l'exemple. L'exemple de faire des choses ensemble, de ne pas être dans son coin en secret, de ne pas être juste dans la technique pour la technique, mais d'une technique appropriée. Je pense qu'on a un devoir, et c'est comme Antoine qui fait aujourd'hui des surfs à partir de la biomasse. On a vraiment un devoir d'être impliqué dans cette... C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je vois des bateaux qui sont faits pour aller sur la Lune, je me pose la question. Sérieusement, il y a vraiment des bateaux qui sont en train d'être construits pour aller sur la Lune. C'est une façon d'appréhender la performance, chacun a la sienne. Il faut de tout pour faire un monde. Mais je me dis qu'il y a plein d'autres façons d'atteindre cette performance et qu'il faut aller les explorer. Et ce qu'on fait avec Martin, avec Jean, c'est qu'on va explorer d'autres moyens. On ne va pas dire il faut faire ça et ça serait des bonnes idées. Non, on met les mains dedans, on va essayer. Qu'est-ce que ça change pour vous de participer à cette aventure collective ? Ça vous aide à repenser votre métier ou pas ? Ouais, je crois que ça m'a aidé aussi à repenser mon métier parce que j'ai été confronté. Donc, j'ai d'abord essayé de monter un projet tout seul. Donc, j'ai été confronté aux problématiques que rencontrent beaucoup de navigateurs, c'est-à-dire la recherche de financement, le temps en fait, parce que ça va vite. Vendée Globe, ça arrive vite, c'est dans 3 ans maintenant. Donc, il y a une histoire de fiabilité de bateau. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mince, en fait, tout seul, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de gens qui m'entourent pour pouvoir construire cette aventure. Et c'est en ça où j'ai un petit peu changé ma manière de voir les choses. Et grâce à Eric, je pense qu'on a moyen de faire un projet qui est hyper intéressant, hyper enrichissant pour nous trois en tout cas. Et c'est vrai qu'on va essayer de donner je ne sais pas si c'est l'exemple, mais un autre exemple en tout cas. Et au départ de ce Vendée, vous êtes en train de concevoir un nouvel IMOCA, donc avec Jean Lecam. Sacré chantier, vous en êtes où ? Parce qu'on s'est vu au début de l'année, et 6 mois après. Le premier exemplaire est en cours de construction, donc en Italie, dans un chantier qui s'appelle Persico Marine. Et c'est bien avancé et il sera mis à l'eau au printemps de l'année prochaine. Ce sera quoi sa particularité par rapport aux gros bateaux que l'on va voir La particularité majeure, c'est qu'il n'aura pas les foils, espèce de moustache là, qui sort des bateaux actuels. Nous, on a décidé de faire une carène beaucoup plus légère. On s'est associé à un architecte qui s'appelle David Raison, qui est un petit génie de ces carènes, qui sont des carènes très puissantes. Et donc, c'est un choix qui est un choix d'une innovation sobre. Et c'est intéressant de repenser la sobriété aussi. On dit souvent la sobriété, c'est la pauvreté. C'est pas vrai, la sobriété, c'est plein d'innovations. Et on est à une équipe aussi qui réfléchit à ce bateau-là. Et c'est tellement excitant d'aller, encore une fois, dans une zone vierge de traces. Et ça, c'est très... Ouais, c'est ça. Sobriété, ça vous parle, Antoine de Pierrefeu ? En fait, je suis hyper intéressé parce que jusqu'à présent, j'avais pas j'avais eu quelques bribes, mais donc voilà, je découvre en même temps que vous et je trouve ça super. Effectivement, nous, dans notre domaine, Donc vous avez lancé à Saint-Malo Cutback Sports, des planches de surf pas comme les autres aussi. Comment elles se distinguent déjà ? Alors, ça va rejoindre un petit peu la philosophie du nouvel IMOCA qu'ils sont en train de construire. Oui, complètement. Alors, moi, je pense que la qualité, c'est quelque chose qui doit être à disposition de tout le monde. C'est quelque chose d'obligatoire. Dans la qualité, je mets l'écologie ou au moins le maximum d'efforts pour
à tous les niveaux, être le plus sobre possible et le minimum d'impact. Mais donc comme tout ça c'est obligatoire, il y a la qualité qui reste et la performance. Et donc ça, On se rejoint. Voilà, forcément. on se rejoint. Ouais. Et moi, je dis à la fin, quand on fait de la performance et on fait de la compétition, puisque l'entrepreneuriat, c'est de la coopétition, ça peut être sain, la compétition. Ce qui va rester, c'est le savoir-faire, l'intelligence, l'innovation et la performance. Et donc, moi, j'ai d'abord essayé de trouver sur le territoire, ça a été ma première action, trouver quelqu'un qui s'y connaissait vraiment. Moi, je suis venu avec toute la dimension entrepreneuriale, écologique, sur laquelle j'avais beaucoup bossé. Et puis, j'ai cherché quelqu'un qui connaissait vraiment. Et j'ai eu du bol parce que Saint-Malo, en fait, est une terre qui a fait germer des gens qui sont à la fois passionnés par la mer, passionnés par le geste marin. D'ailleurs, on a découvert avec Martin qu'on connaissait des gens communs qui ont un très très gros niveau dans la construction de foil, qui s'appelle Lockheed Foil. Et moi, j'ai trouvé un shaper qui avait toutes ces envies de faire plus sobre, plus écologique et surtout de très très bonne qualité. Donc nous, ce qu'on va travailler, c'est la durabilité de l'objet en priorité et puis ensuite des dimensions d'éco-conception. Et puis l'ambition de votre projet, c'est que tout se fasse, de ramener tout ce savoir-faire en France, des matières premières jusqu'à la vente des planches de surf. Oui, c'est ça. En fait, il y a une grosse partie de la production qui est partie en Chine pour des raisons de coût et de marge, évidemment, avec des qualités de construction qui ne sont pas forcément bonnes. Et la façon de pouvoir être compétitif face à ça, c'est de réintégrer en France la matière première, la fabrication et la distribution. Alors, on n'était pas obligé, mais ça nous permet de connaître le client. Et donc, on a cette verticale, mais ça, c'est horizontal, qui est en Ille-et-Vilaine. Et on est super content de pouvoir trouver sur le territoire toutes les compétences, matières dont on a besoin. Par exemple, on s'intéresse au lin. On va trouver un producteur de lin qui est économe en eau dans l'Orne, donc c'est pas si loin. Et à chaque fois qu'on fait la démarche, en fait, vous arrivez à trouver. Vous avez déjà eu l'occasion de glisser sur ces planches de surf éco-responsables ? Pas encore, pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'en ai commandé une. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Et tu me diras. Mais non, c'est extraordinaire parce que moi, je ne peux pas supporter de glisser sur du matériel plastique qui est fabriqué n'importe comment. Donc, il y a une vraie demande des gens qui aiment le sport de glisse sur l'eau. On ne fait pas du sport dans un stade ou dans un parc, quoi. On va sur l'océan. Et donc ça, en tout cas, moi, c'est très important. Et ce que tu fais, j'ai un grand respect pour ce que tu fais. Avant le Vendée Globe 2024, le programme est chargé. Vous serez sur la ligne de départ de la Route du Rhum en novembre prochain. Est-ce que ça vous arrive de faire des pauses loin de l'eau ? Alors, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que je vais me balader, je me retrouve toujours dans un port. Et c'est vrai que je glisse tout le temps vers l'eau, j'y peux rien. Non, j'aime l'eau, je suis comme Martin, je peux pas. On ne s'arrête partir. jamais, quoi. Non. Non, mais ça nous arrive de partir une semaine. C'est bien une semaine. Non, j'y reviens toujours. Et puis là, dimanche, il y a plein de courses qui vont s'enchaîner. Ça, on n'arrête pas. Ce sera quoi la suite pour Comme un seul homme après le Vendée 2024 ? Si vous aviez un rêve là, ce serait quoi pour ce projet ? Moi, c'est quoi l'objectif ultime ? L'objectif ultime de Comme un seul homme. Alors ça, je ne peux pas savoir. On a fait des films, on a écrit des livres, on fait de la course au large, on a fait une grande aventure dans le Pacifique. Comme un seul homme, c'est un projet qui va vous suivre tout au long de votre vie, finalement, c'est ce que vous vous dites ? C'est la promotion de l'aventure humaine, donc il y a du boulot. Ça ne s'arrête jamais. Dans un monde qui se recroqueville, montrer qu'on a tout à gagner à faire des choses différentes avec des gens différents, c'est ça, Comme un seul homme. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Moi, juste d'un aspect très concret, j'aimerais que l'équipe qu'on est en train de fonder là, elle continue sur le Vendée Globe 2028, qui est quelque chose qui perdure, et que justement ces bateaux-là, cette équipe-là, permettent à d'autres jeunes skippers très talentueux de venir naviguer, de faire le Vendée Globe. Le Vendée Globe coûte de plus en plus cher. Donc c'est des barrières à l'entrée. Et donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose de plus accessible pour des jeunes. Et moi, j'aimerais bien que ça continue et que ça perdure 2028, 2032. Et vous êtes combien 2036. aujourd'hui dans l'équipe ?
Il y a Martin, Bon, Jean. pour l'instant, il y a 157 personnes qui travaillent sur le projet. Quand même. Bon, Ah il oui. y a une grosse partie qui construit le bateau, Ouais. mais pour l'instant, on est 157 vraiment à travailler sur ce projet. Et en skipper, pour l'instant, il y a Martin, Jean et moi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici 2024? Je sais que c'est loin, mais il nous reste 30 La secondes. chance. La chance. La chance, Martin. Ouais, c'est vrai, de la chance, de la réussite. Du plaisir aussi. Bon, forcément, on il vit sera pour au ça. rendez-vous. Il sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Éric Bellion, d'avoir été avec nous. Merci merci Martin pour votre Lepam. Merci Antoine de Pierrefeu d'avoir été avec nous. Vous connaissez la tradition maintenant? C'est la photo? Oui, c'est la Ouais, photo, c'est ça. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. Bonne journée sur France 3 Bretagne. Ah, vous l'aurez après l'avoir vu 2 ou 3. Ouais, j'étais tellement jaloux. I've never seen anybody do the things you do before. They say